like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Quand l'homme a posé son pied sur la Lune, il a dans le même temps posé un nouveau regard sur la Terre. Devant ce spectacle grandiose, l'astronaute Bill Anders annoncera qu'ils avaient fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais que la chose la plus importante était la découverte de la Terre. Il ne pouvait certainement pas imaginer à quel point il avait raison. Les héros de l'espace ont trouvé sur la Lune des objets d'une valeur inestimable. Un trésor, vieux de plus de 4 milliards d'années, qui renferme la naissance d'une grande histoire. Notre histoire. De leur voyage, les astronautes ont rapporté ces fragments de Lune. Et dans ces quelques kilos de pierre, les hommes ont découvert, à leur plus grande surprise, un peu de notre Terre. Il y a plus de 4 milliards d'années, une planète du nom de Theia dérivait autour d'un jeune soleil. Elle aurait pu continuer à tourner ainsi d'une manière infinie si sur sa route elle n'avait pas croisé la Terre. À quelques centaines de mètres près, pour quelques degrés d'écart seulement, l'histoire aurait été complètement différente. Elle n'aurait peut-être même jamais existé. En percutant notre jeune Terre, Theia a arraché une partie de son manteau terrestre. Les débris éjectés ont formé un anneau avant de s'agréger pour donner naissance à la Lune. Les pierres qu'avaient rapportées les astronautes se composaient du mélange de ces deux planètes. Il y a dans la Terre des morceaux de la Lune, comme il y a dans la Lune des morceaux de la Terre. Le sang des astres s'est mêlé. On parle d'un couple Terre-Lune, d'une planète double, et leurs destins se sont liés pour l'éternité.
Alors raconter l'histoire de la Lune, c'est aussi raconter l'histoire de la vie sur Terre. Ce minuscule miracle perdu dans l'immensité de l'univers. Avant que l'homme ne s'intéresse à la Lune, avant même que la vie ne voie le jour, la jeune Lune était toute proche de notre Terre. Elle entraînait avec elle des masses d'eau gigantesques qui se soulevaient et s'abaissaient quotidiennement. L'attraction colossale qu'elle générait déformait l'océan primitif. Il se gonflait monstrueusement, noyant les côtes de basalte sous les marées géantes. Parce que les grands mouvements océaniques entraînent avec eux ceux de l'atmosphère, les violents courants marins de l'époque produisaient alors un véritable chaos climatique. L'océan démonté était parcouru de tempêtes sans relâche. Les ouragans balayaient le globe encore stérile. La Lune, en corps à corps avec la Terre, l'entraînait dans une rotation effrénée. Les journées duraient moins de 10 heures, 5 heures de jour pour 5 heures de nuit. La notion même de temps était différente. L'année comptait plus de 900 jours. Personne ne sait avec exactitude comment les premières gouttes de vie se sont formées, comment les molécules complexes ont vu le jour. Mais on sait que la vie est apparue dans l'eau, qu'elle est née au milieu de ce déluge provoqué par la Lune, il y a un peu plus de 3,5 milliards d'années. Alors que la vie complexe n'était encore qu'une promesse dans les océans, des éruptions volcaniques et des pluies torrentielles de météorites défiguraient la Lune. Elles lui dessinaient son nouveau visage. Un milliard d'années s'est écoulé depuis le choc entre les deux planètes. 1 milliard d'années d'apocalypse pendant lesquelles la Lune s'est progressivement éloignée de la Terre. Par le jeu du hasard, les cratères et les coulées de lave ont esquissé dans les traits de notre satellite un baiser. La valse folle du jeune couple Terre-Lune s'est assagie avec le temps. La Lune continuait de tourner sur elle-même et autour de la Terre dans une danse qui se ralentissait. Le couple de planètes allait maintenant pouvoir accompagner la vie qui grandissait déjà dans le ventre de la mer.
Pendant une seule nuit dans l'année, une nuit annoncée par la lumière de la pleine lune, les récifs de coraux pondent. Ils abandonnent leurs œufs dans les courants marins. En s'éloignant doucement, la Lune a fait battre le cœur des océans à un rythme plus mesuré. Le va-et-vient des courants est alors devenu favorable au brassage des êtres et à l'épanouissement des espèces. La Lune, maîtresse des eaux depuis le commencement, donne le rythme à ceux qui vivent sous la surface. De nombreux animaux ont synchronisé leur rencontre sur un jour précis de l'année. Ils ont pris rendez-vous avec la Lune. Des milliers de poissons lutte-gens se rassemblent et se coordonnent pour s'accoupler sous la Lune et profiter des courants qu'elle génère. Ils jouent avec les fortes marées du printemps pour disperser leurs œufs et donner toute leur chance à leur descendance d'échapper aux prédateurs. Un seul rendez-vous dans l'année qui les rassemble tous. Ce rythme parfait ordonné par la Lune est compris par chacun. Alors de grands mouvements de migration à travers l'océan se sont organisés eux aussi pour profiter de ces rassemblements. Finalement, c'est tout l'océan qui se déplace selon un véritable calendrier imposé par la Lune. Pendant 3 milliards d'années, la vie s'est complexifiée dans l'eau. Elle a évolué de la plus minuscule bactérie jusqu'au plus grand monstre marin sans jamais sortir de la mer. Jusqu'à ce qu'un jour, certains pionniers se soient risqués à l'air libre. Dans cette étape indispensable de l'évolution, la Lune a joué un rôle essentiel pour les aider à conquérir le monde. Il y a 500 millions d'années, grâce au balancement des marées et à cette zone de transition, à moitié dans l'eau et à moitié dans l'air, les premiers colons ont pu progressivement s'adapter à la terre ferme. Les limures font partie de ces premiers explorateurs. Elles ont été les témoins de la sortie des eaux. Elles ont vu les dinosaures et les insectes géants armés de pics, de pinces, d'épines et de mâchoires effrayantes prendre possession de la terre encore vierge.
Les limules choisissent elles aussi les lunes de printemps pendant les grandes marées d'équinoxe. Elles peuvent alors venir s'accoupler et pondre sur le rivage désert, le plus loin possible des dangers de la mer. Les limules ont survécu, sans doute parce que leur espèce est parfaitement conçue. Pendant 500 millions d'années, elles ont répété les mêmes mouvements, cachant leurs œufs à quelques centimètres à peine sous le sable. Parce que la Lune a toujours été là, aussi régulière qu'une horloge, les limules n'ont jamais changé la date de leur rencontre sur les plages. Après un vol de quelques 10 000 kilomètres, des milliers de bécassos se posent sur les plages de l'Atlantique Nord. Leur survie dépend des œufs de limules, de cette manne offerte depuis des millions d'années à date fixe dans le calendrier lunaire. Les oiseaux ne s'arrêtent que quelques jours. Quelques jours seulement pour se gaver de caviar de limules avant de repartir 6000 kilomètres plus au nord. Grâce à la constance de ce rendez-vous, ils ont pu mettre en place une des plus longues migrations au monde, d'un bout à l'autre du globe. La Lune est comme le métronome de l'horloge terrestre. Elle donne le rythme à toute la vie sur la planète, dans les océans comme sur la Terre. La fiabilité de ce pendule géant a permis à la nature de définir et d'organiser ses grandes lois à travers le temps. Notre Lune, cet œil blanc dans le ciel borgne, a accompagné le monde dans son évolution. Elle allait maintenant assister à la naissance d'une nouvelle ère. Dans cette nature aux rythmes et aux échanges mis en place depuis la nuit des temps, dans cette richesse exubérante protégée par la Lune, un animal différent était en train de naître. Un animal capable de raisonner, de s'interroger, un être curieux qui allait vouloir comprendre le monde dans lequel il était né.
Il y a un peu plus de 3 millions d'années, les cousins des grands singes se dressaient en Afrique. Nos ancêtres posaient fermement leurs pieds sur la terre et leurs regards sur la lune, elle que l'on peut fixer sans se brûler les yeux. C'est elle qui allait nous permettre de commencer à comprendre le fonctionnement du monde. La lumière de la lune portait en elle des messages de la plus haute importance pour les hommes. Elle était cet allié naturel, capable de faire le jour sur les peurs de la nuit. Il a toujours été impossible pour l'homme de voir dans l'obscurité. Alors comprendre cette lune qui change chaque nuit de forme pouvait permettre de mieux anticiper les dangers de la nuit. Avec ses 200 kilos de force pure, le lion a longtemps représenté la plus grande menace pour l'homme et pour les autres animaux. Ses yeux de félin voient parfaitement dans l'obscurité. Dès lors, la lumière de la lune devient, pour le roi des animaux, son pire ennemi. Les chasses du lion sont inefficaces sous la lune. Pleine, la lune se lève le soir en même temps que le soleil se couche. Véritable phare dans le noir, elle parcourt l'ensemble de la voûte céleste tout au long de la nuit. Les nuits de pleine lune sont pour le lion un temps où l'on doit s'occuper autrement. Il laisse ainsi la vie sauvage s'ébattre librement sous cette lumière protectrice. La nuit sous la pleine lune est comme un jour sans fin. Tous savent qu'ils doivent profiter de ce temps suspendu sous la lumière, car ils sont en sursis. Ils vivent sur un territoire qui ne leur appartient pas. Après plus de 3 nuits pendant lesquelles la lune brille du soir jusqu'au matin, les lions sont affamés. Mais les puissants félins connaissent l'horloge lunaire. Ils savent que juste après les nuits de pleine lune, ils auront une opportunité idéale pour chasser. La lune va tarder à se lever, et le soleil qui décline annonce les instants les plus sombres. Aux premières heures de la nuit, le territoire des lions sera plongé dans un noir absolu. C'est l'instant où ceux du jour croisent ceux de la nuit.
l'instant de tous les dangers pour ceux qui tardent à se mettre à l'abri. L'œil des spécialistes règne alors en maître sur ceux devenus aveugles, abandonnés par l'astre de la nuit. Les lions se sont parfaitement adaptés à l'horloge de la Lune pour organiser leur chasse. Pendant des millénaires, leurs attaques ont été les plus meurtrières juste après la pleine Lune, dès les premières heures de la nuit. Par sa régularité implacable, dictant le cycle immuable de la vie et de la mort, la pleine Lune a forgé nos peurs les plus ancestrales. Elle est devenue le présage de nuits terribles à venir. Elle est le symbole de la peur du noir. Chaque nuit, la lune se lève un peu plus tard. Chaque nuit, elle s'efface un peu plus, comme si un mal quelconque la rongeait. Progressivement, elle s'éteint, elle disparaît, entièrement happée par les ténèbres. Et pendant 3 longues nuits, la nouvelle lune brille par son absence, plongeant la nature dans le secret de l'obscurité. Seule la lumière du jour permet de sortir de ce mauvais cauchemar. Quand la lune est absente, le soleil devient l'unique réconfort. Jusqu'à ce qu'un soir, la fine courbe lumineuse qui dessine un sourire dans le soleil couchant annonce le retour des nuits claires. À force d'espérer le retour de la lune et de fixer des yeux l'apparition de son premier croissant, nos ancêtres ont découvert un pouvoir exceptionnel. Un pouvoir qui tient du miracle. La lune possède l'incroyable capacité de renaître. Elle est capable de revenir des ténèbres. Cette force surnaturelle de toujours réapparaître pour démarrer un nouveau cycle a marqué les esprits et traversé les âges. Elle a donné naissance à l'une des plus vieilles histoires qu'on ait jamais racontées au sujet de la Lune.
Il y a dans la Lune un lièvre dessiné. Il a été envoyé sur la Terre pour porter à l'humanité le message d'une déesse immortelle. Tu diras aux hommes qu'ils ont été créés à mon image et que leur vie est semblable à la mienne. Quand ils viennent au monde, ils sont fragiles comme un fin croissant de lune. Mais très vite, ils grandissent. En pleine maturité, ils rayonnent telle une pleine lune. Ils brillent avec la force de l'âge. Commence alors la seconde moitié de leur vie, où lentement ils s'affaiblissent, ils déclinent et disparaissent un jour, comme moi, quand vient la nouvelle lune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste le plus important. Dis-leur bien que cette mort n'est qu'un passage. Qu'ils sachent qu'après 3 jours, comme moi, eux aussi, ils renaîtront. Une nouvelle vie les attend après la mort. Qu'ils n'oublient jamais cela. Ils n'oublieront jamais. Mais au-delà de sa capacité à revenir d'entre les morts, la Lune allait montrer à l'homme qu'elle possédait d'autres pouvoirs tout aussi fantastiques. Des pouvoirs qui allaient changer le cours de l'histoire. Il y a environ 40 000 ans, avec l'apparition de l'art pariétal, de la peinture et des signes, l'homme était devenu capable de dessiner ce qu'il voyait. Il pouvait donc noter les grands événements qu'il vivait. Quels sont les phénomènes qui se répètent dans la nature ? Y a-t-il un rythme qui dicte les combats et les amours des êtres vivants ? À travers les fresques qu'il peignait, l'homme tentait dans le même temps de donner une place à chacun, de définir un ordre du monde. La mythologie première était en train de naître. Des êtres supérieurs voyaient le jour. Peindre, c'est aussi garder la mémoire de la vie, un moyen de marquer des repères dans le temps. Pour trouver sa propre place et pour assurer sa survie, l'homme avait besoin de donner un sens au chaos apparent. Quelle puissance gouverne cette nature qui semble incontrôlable ? Dans la compréhension globale de son environnement, l'homme était sur le point de faire un pas gigantesque. Pour la première fois, il allait pouvoir penser le temps différemment et dépasser la simple notion d'alternance entre le jour et la nuit. Avec la Lune, non seulement il avait sous les yeux un être capable d'éclairer la nuit et de ressusciter,
Mais son cycle lui donnait en plus la possibilité extraordinaire de compter les jours. Quel homme a eu pour la première fois l'idée de noter les différentes phases de la Lune? Quel génie a pensé enregistrer les visages toujours changeants de l'astre? À peine plus de 29 jours. Il faut compter 29 jours et demi pour boucler un cycle complet, pour toujours revenir au même point. Il y a 30 000 ans, en gravant les phases successives de la Lune, l'homme établissait son premier calendrier. Un calendrier lunaire. En comptant les lunes, il comptait les mois. Alors, les mois s'appelaient des lunes. Combien de lunes faut-il compter pour voir revenir les aurochs dans la vallée? Combien de lunes pour voir les jours rallongés et le soleil réchauffer les terres gelées? À quelle lune pourra-t-on voir les premiers bourgeons sur ces arbres, les premiers fruits, les premières baies dans ces forêts? L'homme était sur le point de comprendre que la nature pouvait renaître elle aussi, cycliquement et invariablement, comme la lune. En observant la merveilleuse régularité des phases de la Lune, il constatait que la nature dans laquelle il évoluait n'était pas aléatoire et chaotique, mais qu'elle obéissait à des lois immuables. Il était en train de comprendre le cycle des saisons et leur éternel retour. Partout dans le monde, sur tous les continents, des pierres de toutes les tailles et de toutes les formes ont été dressées pour essayer de décrypter les mécanismes de l'horlogerie complexe des astres. À force de s'interroger, les hommes ont compris que le Soleil avait lui aussi son propre cycle. Un cycle beaucoup plus long que celui de la Lune. Ils ont constaté qu'après 12 lunes et 11 jours,
le Soleil revenait invariablement à sa position initiale. Il découvrait l'année, qu'il pouvait découper en semaines et en mois lunaires. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que sans la Lune, le cycle des saisons n'aurait pas une telle régularité. Comparé aux autres planètes du système solaire, la Terre a son satellite tout proche. Cette Lune agit comme un poids attaché pour maintenir notre position par rapport au Soleil. Elle stabilise la Terre sur son axe incliné. Tout au long de l'année, au fur et à mesure que le couple Terre-Lune tourne autour du Soleil, les rayons chaleureux de notre étoile dessinent les saisons. L'astre lunaire permet ainsi de maintenir le rythme de l'horloge climatique terrestre, et toute la nature peut s'y fier. La vie peut s'organiser. La compréhension des cycles de la Lune et du Soleil a permis à l'homme de prévoir l'avenir. Il avait gagné le fabuleux pouvoir d'anticiper l'arrivée de la pluie ou du soleil et pouvait tourner une nouvelle page dans l'histoire de son évolution. Il y a plus de 7000 ans, sur les bords de l'Euphrate, l'homme devenait agriculteur. Sous sa main, les céréales sauvages qu'il sélectionnait et les arbres qu'il plantait se transformaient. Au cours des générations, les épis devenaient plus forts, les récoltes plus abondantes. Ses connaissances grandissaient et ses greniers se remplissaient chaque été pour nourrir des familles de plus en plus nombreuses, car il ne s'agissait plus de petits groupes mobiles, mais de cités peuplées de milliers d'habitants. Les réserves de nourriture étaient le bien le plus précieux. Les peuples étaient devenus entièrement dépendants du succès des récoltes. L'homme sédentaire se soumettait aux aléas naturels qu'il était loin de pouvoir maîtriser. Le passage à l'agriculture a été une étape cruciale qui a entraîné des changements traumatisants. Les famines pouvaient être meurtrières suite à une récolte catastrophique. Pour la première fois, les morts se comptaient par milliers. Pour espérer apprivoiser les fléaux naturels, pour tenter de coopérer avec les éléments sacrés, l'homme devait s'en remettre à une puissance suprême, une force supérieure, supposée avoir le contrôle sur l'ordre du monde, une entité capable de revenir d'entre les morts, un être fertile qui détermine les saisons et annonce la renaissance de la nature et de la vie elle-même, la Lune. « 3000 ans avant notre ère, au sommet d'une des plus grandes cités de Mésopotamie, la Lune était un dieu, incontesté, père du soleil et des étoiles. Au cœur de la cité de Our, le temple du dieu Lune,
Sin est debout depuis 5000 ans. 7 millions de briques en constituent le seul premier étage. 150 000 journées de travail ont été nécessaires pour construire cet édifice monumental. Un observatoire haut de 7 étages pour atteindre le 7e ciel. Sin était le plus puissant des dieux. Il était une divinité hybride, un taureau capable de féconder un troupeau entier, dont les cornes pointées vers le haut ont été empruntées à la nouvelle lune. Jamais le dieu lune n'a eu autant d'importance qu'à Our. C'est ici qu'il est né et qu'il a rayonné au plus fort, mais c'est aussi ici qu'il est mort à jamais. Dans cette maison, bâtie au pied du temple, est né un homme qui a changé à tout jamais le regard que l'on portait sur la lune. Dans cette maison est né celui que l'on appelle Abraham, il y a tout juste 4000 ans. L'histoire raconte qu'il est parti du temple de Our pour rejoindre la terre de Canaan, au-delà du désert, abandonnant derrière lui les croyances païennes. La lune, le soleil et les étoiles ont été destitués de leur rang de divinité au profit d'un seul Dieu, unique créateur de l'univers. Qui a donné naissance à la terre, au ciel et aux hommes? Pourquoi la lune et le soleil nous abandonnent si vite au cours de la journée s'ils sont nos dieux? Le dieu lune, comme le dieu soleil qu'Abraham avait croisé en Égypte, n'était pas assez présent aux côtés des hommes. Il existait pour ce prophète une force plus puissante encore, au-dessus d'eux, qui pouvait expliquer toute la beauté du monde, toute sa richesse comme ses énigmes. Pour la première fois, un être suprême, entièrement né de l'imagination de l'homme, allait prendre le pouvoir sur les autres croyances. Un Dieu unique, qui ne ressemblait à rien du monde qu'on avait sous les yeux. Abraham était parti de Our pour créer le principe de la religion monothéiste. Il a été alors strictement interdit de croire encore dans les astres. Des hommes et des femmes sont morts, certains lapidés, d'autres brûlés vifs pour avoir regardé trop longtemps la lune païenne comme une reine au pouvoir magique. Les juifs, les chrétiens, comme les musulmans, prient en regardant le sol ou les écritures saintes du livre. Tous ont dû tourner le dos à la lune. Mais l'homme, au fond de lui, n'a pas oublié le signe fabuleux qu'il a vu dans la lune. Cette promesse qui s'adresse aux peurs les plus profondes, cette vieille histoire. Depuis que l'homme regarde la lune, il n'a pas oublié qu'elle est le premier élément qu'il a vu ressusciter dans la nature. Elle reste la possibilité d'une nouvelle vie après la mort.
Tout le calendrier musulman est encore aujourd'hui basé sur les cycles de la Lune. Chaque mois démarre quand un homme de foi aperçoit le premier croissant de lune dans le ciel. Aussi, lorsque viendra le 9e mois du calendrier lunaire musulman, à l'apparition du premier croissant de lune, ce symbole éclatant de résurrection, 1,5 milliard d'hommes et de femmes débuteront un mois de jeûne. Tous se tourneront alors vers la Mecque, ce lieu de pèlerinage obligatoire pour ceux qui veulent accéder au paradis éternel. Le jour de la Pâque chrétienne est lui aussi calculé selon les phases de la Lune. Ce jour-là, plus de 2 milliards de chrétiens fêtent la résurrection du Christ, 3 jours après sa mort. 3 jours. C'est aussi le temps qu'il faut à la Lune pour réapparaître dans le ciel. La Lune est liée à la religion pour l'éternité car elle est comme une montre qui égrène le temps. Cette horloge qui nous rapproche tous un peu plus à chaque seconde, chaque jour, chaque mois, d'une fin qui reste malgré tout une énigme. Pendant toute la marche des religions, la science, elle, a suivi son propre chemin. L'arrivée du Dieu unique a laissé une porte grande ouverte aux scientifiques. Pendant près de 4000 ans, les philosophes, les mathématiciens et les astronomes ont cherché dans la Lune d'autres secrets. En interrogeant le ciel, ils ont continué d'adorer cette lune païenne. Ils ont utilisé toutes sortes d'outils et de théories pour décrypter les engrenages de sa mécanique.
Au cours des siècles, l'aventure scientifique a pris un tournant capital grâce à une invention révolutionnaire. Il y a à peine 400 ans, l'homme a fabriqué un outil capable d'augmenter la taille et la lumière apparente des objets. Il a inventé une lentille de verre en forme de lune qui a donné son nom à la lunette astronomique. Alors, pour la première fois, enfin, on a pu approcher son regard de la Lune. Des montagnes, des falaises, des canyons, des mers peut-être, qu'abritent ces taches plus ou moins sombres que dessinent les reliefs de la Lune. Des forêts, des océans, de la vie. Ce qu'ont découvert les scientifiques à travers leurs lunettes était tout simplement ce qu'ils rêvaient d'y voir. Ayant compris depuis longtemps que la Lune était un astre rond comme le nôtre, un autre monde en quelque sorte, tous voulaient découvrir ce qu'il y avait sur la Lune. Elle a stimulé l'imaginaire pendant si longtemps que l'apparition de la lunette a entraîné une explosion de désirs et d'idées. La Lune était devenue le promontoire du songe. Certains étaient persuadés que, libérés de la pesanteur, il existait sur la Lune des arbres géants capables de pousser en une seule journée. Et de mourir le soir même. Mais ce qu'on désirait connaître par-dessus tout, c'était le peuple de la Lune, ces premiers extraterrestres jamais imaginés, les Sélénites. L'un des plus grands astronomes de la Renaissance, Johann Kepler, les décrivait ainsi. Les habitants de la Lune vivent dans des grottes et des cavernes pour s'abriter du froid et de la chaleur extrême qui se relaient quotidiennement. Les Sélénites ne s'installent nulle part. Ils n'ont aucune demeure permanente. C'est en groupe qu'ils parcourent le globe en une seule de leurs journées. Certains à pied, d'autres en volant. Le sol est jonché de corps dispersés qui ont la forme de nos pommes de pin, car durant la journée, leur enveloppe brûle en surface. Le soleil si fort serait capable de cuire tout ce qui se trouve exposé à ses rayons.
L'imaginaire des scientifiques alimentait les écrivains. Et la Lune était devenue le premier temple de la science-fiction. Et finalement, en 1969, le rêve de l'homme devenait réalité. On avait marché sur la Lune. En y posant le pied, les Américains ont montré au monde entier qu'il n'y avait ni lapins, ni sélénites, ni forêts, ni lacs, ni dieux. La Lune, si mystérieuse, n'était peut-être rien d'autre qu'un simple satellite, une terre stérile et poussiéreuse. Mais cette roche morte et sans âme allait nous révéler d'autres secrets sur l'origine de notre monde et peut-être nous proposer un autre avenir. Les nouvelles tombées tout droit de l'espace et les premières images du vrai paysage de la Lune ont fasciné à chaque seconde le monde entier. Cette aventure humaine sans précédent est restée gravée dans nos mémoires. Les influences de la Lune sur notre monde sont une certitude aujourd'hui. Elle est liée à la nature comme aux hommes depuis le commencement. Elle fait battre son pouls. Il y a des marées dans les villes comme il y a des marées dans les océans. La croûte terrestre se déforme sous l'attraction de la Lune. Deux fois par jour, toutes les villes du monde s'élèvent imperceptiblement de quelques dizaines de centimètres. Et deux fois par jour, elles retombent. Oui, le pouvoir de la Lune est une réalité. Mais aujourd'hui, on fantasme la Lune sans vraiment la connaître. Se souvient-on seulement de l'origine de nos croyances ? Sous la pleine lune, on a peur de son ombre et on peine à trouver le sommeil quand sonnent les 12 coups de minuit. Les chasses meurtrières du lion ont marqué notre histoire. La pleine lune est toujours aujourd'hui le présage d'un danger à venir. Sous sa lumière déformée par le temps, on craint maintenant le réveil des fous, les sombres desseins des assassins et l'homme qui se transforme en loup. Mais qui, du fond des villes, regarde encore la lune ?
Chaque nuit, 1,5 milliard d'insectes meurent épuisés ou grillés au pied des éclairages publics, rien qu'en France. Ces voyageurs nocturnes sont piégés par les lampes qu'ils prennent pour une lune, leur repère naturel du temps où la nuit était noire. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes et les chiffres ne cessent d'augmenter. La pollution lumineuse est si forte que la lumière des étoiles ne parvient plus au fond des cités. Seule la Lune est parfois visible. Depuis la découverte du feu, l'homme a dépensé une énergie folle pour faire reculer l'ombre et triompher des ténèbres. Cette soif de lumière a fini par éteindre le ciel, nous faisant oublier la profondeur de la nuit, sa beauté et son rôle indispensable au rythme de la vie. Que peut-on encore attendre aujourd'hui de la lumière de la Lune ? Pourtant, on continue d'aimer cette lune, de croire en son pouvoir magique et mystérieux. Et c'est peut-être dans l'un des pays les plus modernes au monde qu'elle a gardé la place la plus importante dans la conscience collective. Un des contes les plus anciens de Chine raconte qu'une princesse du nom de Chang'e, séparée de son mari et du reste des humains, résidait éternellement sur la Lune. Elle avait pour seule compagnie un lièvre apothicaire, surnommé le lièvre de jade. Chang'e, déesse de la Lune taoïste, est évoquée tous les ans, le 15 du 8e mois lunaire, lors de la fête de la mi-automne. La fête de la Lune. Son arrivée annonce l'une des plus grandes migrations sur la Terre. Une migration humaine cette fois. Tous les Chinois répartis dans le monde se rassemblent en famille. La fête de la Lune, c'est la fête des récoltes, célébrée à la pleine lune de la mi-automne, symbole de ce passé où la Lune protégeait les cultures. La fête de la Lune, c'est la fête de la déesse Chang'e, qui a bu l'élixir d'immortalité, emportant avec elle le secret de sa fabrication. Une machine à fabriquer des lunes. Des centaines de millions de lunes dorées, des gâteaux de lune sont offerts et partagés à travers toute la Chine. Comme une offrande à la Lune, ils sont apportés aux proches et aux parents pour exaucer leurs vœux et les inviter à la plénitude. La fête de la Lune,
c'est la fête de la pleine lune, où les familles et les jeunes amoureux se retrouvent sous la plus grosse lune de l'année, la plus lumineuse. Cette lune féconde, capable d'apporter bonheur et prospérité. Le cycle de la lune est un éternel recommencement. Il redonne envie de croire à la beauté du monde. Même noyés dans les villes, contempler la lune nous renvoie aux rêves les plus romantiques. L'emprise de la lune est toujours une réalité pour celui qui lève la tête et regarde encore sa lumière. Qui voit encore le baiser de la lune? Qui voit le lièvre se dessiner? La Chine n'a jamais cessé de contempler la lune, et pour cause. Aujourd'hui, elle s'y intéresse autant pour sa dimension mythologique que pour l'avenir qu'elle promet. Le prochain homme qui marchera sur la Lune sera sans doute chinois. Il sera porté par la mission Chang'e, du nom de la déesse immortelle. Car la Chine a compris, comme toutes les grandes puissances, que l'avenir se joue peut-être là-bas. Depuis que l'homme y a posé le pied, il imagine aller plus loin. La Lune est devenue un symbole de l'accessibilité à un autre monde. Chacun projette ce que pourra être la prochaine base lunaire. Si notre futur se trouve ailleurs que sur Terre, la Lune pourrait servir de lancement à cette prochaine conquête spatiale. Aujourd'hui, grâce aux sondes équipées de télescopes envoyés dans l'espace, nous avons découvert plus de 1000 nouvelles planètes en dehors de notre système solaire. Mais dans cet univers aux dimensions infinies, y a-t-il une chance de trouver un jour une planète aussi accueillante que la nôtre ? La Lune a commencé sa vie beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle continue de s'en éloigner, de 4 cm par an. 4 cm, ce n'est rien, en comparaison de la distance qui nous en sépare.
Pendant toute notre évolution, nous avons vu la Lune garder les mêmes dimensions. Alors il faut se rendre compte d'une illusion extraordinaire. L'espèce humaine est arrivée sur Terre à cet instant exactement où la Lune a le même diamètre apparent que le Soleil. L'éclipse totale donne lieu à un spectacle irréel. Les deux astres se juxtaposent parfaitement. Leur union fait naître une couronne solaire qui illumine cette nuit éphémère. Une heureuse coïncidence, un équilibre idéal qui insuffle un peu plus de magie à la Lune.